Dis-moi tonton. Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui ma fillotte, je te propose un grand voyage dans le temps. Je vais te dévoiler la vie et l'œuvre de Xénophon. Xénoki. Kikoubet. Générique. Notre nouvel ami, Xénophon d'Athènes, serait né vers 430 avant Jésus-Christ et est mort en 354 avant Jésus-Christ. Il est un contemporain de Platon et un condisciple de Socrate. Il est surtout connu pour son Anabase, qui décrit la retraite des 10 000 après la défaite de Cyrus le Jeune en 401 avant Jésus-Christ. Mais avant d'être un écrivain ou un philosophe, Xénophon est tout d'abord un soldat, et en particulier un des commandants qui ramena les 10 000 mercenaires grecs en Grèce à travers des territoires hostiles, des épreuves constantes et des menaces quotidiennes. Cette aventure, racontée dans l'Anabase, est le récit de l'expédition menée en 401 avant notre ère pour soutenir le prince perse Cyrus le Jeune contre le frère de Cyrus, Artaxerxès II, pour le contrôle de l'empire achéménide. L'objectif de Cyrus était de renverser son frère et de s'emparer du trône. Xénophon sert comme mercenaire dans l'armée de Cyrus, mais lors de la bataille de Cunaxa, Cyrus est tué. Le général spartiate Cléarque et l'Athénien Proxène sont trahis et assassinés par les Perses de Tissaphernes, qui avaient conclu une trêve avec eux, et Xénophon se retrouve l'un des chefs nouvellement élus de l'armée des 10 000. Avec son compagnon de commandement Chrysophus, il aide ses hommes à traverser des pays hostiles, se battant pour les ramener en Grèce, contre les Perses, les Arméniens, les Chalybiens, les Mèdes et bien d'autres. Sur le chemin du retour, ils subissent des épreuves quotidiennes, attaques ennemies, manque de provisions, tempêtes de neige et menaces constantes de trahison de la part des guides locaux auxquels ils étaient contraints de faire confiance. Xénophon continua de diriger ses hommes jusqu'à ce qu'ils n'entendent ce qui est devenu la phrase la plus célèbre du livre. « La mer! La mer !» crié par les hommes lorsqu'ils atteignirent le territoire grec d'Asie mineure et trouvèrent ensuite refuge à Pergame. D'ailleurs, ce voyage héroïque en territoire hostile a inspiré d'innombrables œuvres similaires au fil des ans. Et, à l'ère moderne, l'intrigue de films tels que Les Guerriers de la Nuit et de nombreux romans de science-fiction et de fiction spéculative. Petit point culture cinématographique. Les Guerriers de la Nuit de 1970 est un film de Walter Hill qui raconte l'histoire d'un gang de New York qui doit fuir une réunion car accusé injustement du meurtre d'un leader adverse, Cyrus. Du Bronx jusqu'à Coney Island pour les Warriors, c'est un long voyage et une lutte incessante pour survivre et regagner leur quartier d'origine. Un film à voir. Bref, reprenons l'histoire de Xénophon. Xénophon est aussi très apprécié pour ses travaux sur Socrate, le banquet, les mémorables et son apologie de Socrate. Avec les œuvres de Platon, ces 3 ouvrages constituent la base de ce que l'on sait de la vie et des enseignements de Socrate, qui n'avait jamais rien écrit lui-même. De plus, Xénophon a écrit une variété extraordinaire d'ouvrages en dehors de l'Anabase. La Cyropédie, récit pseudo-historique de l'éducation et de la conduite du fondateur de l'Empire perse, Cyrus le Grand. L'Hellénique, ouvrage sur l'histoire contemporaine de la Grèce. Les traités de la chasse et de l'équitation et l'hipparque. Et beaucoup d'autres sur la gestion du foyer, le commandement militaire et la politique. D'ailleurs, l'historien Diogène Laërce, vers le IIIe siècle de notre ère, affirme que Xénophon écrivit plus de 40 livres, dont un important traité sur le dressage des chiens. Mais celui qui nous intéresse le plus ici est, bien sûr, son manuel équestre. Dans De l'équitation, Xénophon décrit la relation qui existe entre le cheval et son cavalier, pierre de touche des traités d'équitation qui suivirent. Son intérêt se porte principalement sur le cheval de guerre. Il y fait référence aux parades. 5 chapitres concernent précisément l'équitation, les autres portent sur l'achat des chevaux, le dressage des poulains, thème qu'il aborde brièvement, suggérant d'en confier le soin à un professionnel, les soins et des instructions destinées aux palefreniers. Enfin, dans le dernier chapitre, il décrit l'armement du cavalier. Je vais m'appuyer sur la magistrale traduction de Pierre Chambry, ancien écuyer du Cadre Noir de Saumur. Je reparlerai d'ailleurs sûrement un jour de ce grand homme de l'équitation française, l'ayant côtoyé un petit peu. Dans son avant-propos,
Il nous présente l'œuvre que je vais vous présenter oralement in extenso prochainement. Place à Monsieur Pierre Chambry. Il est certain cependant que la longue expérience que Xénophon avait acquise en cette matière a dû lui suggérer bien des remarques originales. La retraite des 10 000 et l'expédition d'Agésilas, qu'il suivit en Asie, l'avaient instruit des habitudes non seulement des Grecs, mais encore des barbares. Il a observé que les chevaux des Perses et des Odryses descendent les pentes à toute vitesse, sans se faire de mal. Il a vu les Asiatiques protéger leur monture par des frontaux, des poitrails et des cuissards, et les conseils qu'il donne là-dessus aux Athéniens sont des souvenirs de ceux qu'il a vus en Asie. Pendant toute sa vie d'ailleurs, à Silonté en particulier, il a pratiqué le cheval avec intelligence et avec amour, et il a étudié curieusement tous les moyens d'en tirer tout le parti qu'un homme avisé peut en tirer. Aussi son traité de l'équitation est-il encore aujourd'hui regardé comme une œuvre magistrale, dont un cavalier moderne peut tirer grand profit. Pour lui rendre pleine justice, il faut faire abstraction des nouveautés qui, dans la suite des temps, ont modifié l'art de l'équitation. Il faut songer d'abord que les anciens ne connaissaient ni la selle, ni les étriers, ni la gourmette, qu'ils ne châteraient pas leurs chevaux et ne les ferraient pas, et que ces petits chevaux grecs, tels que nous les voyons dans les sculptures du Parthénon, étaient enclins à mordre et difficiles à gouverner. Pour les réduire à l'obéissance, on avait inventé des morts qui devaient être pour eux un supplice. Il y avait, dit Xénophon, 2 sortes de morts, les durs et les mous. Les uns comme les autres étaient des engins de torture. Ils piquaient la bouche avec leurs olives pointues. Ils sciaient la langue avec les 2 disques centraux qui empêchaient à la bête de fermer la bouche. On comprend que Xénophon recommande les morts flexibles, dont les pièces jouaient facilement et risquaient moins que les pièces fixes d'ulcérer la bouche et de couper la langue. Il ne cesse pas de recommander aussi de conduire d'une main légère et de ne point tirer sur la bouche de l'animal. Il veut qu'on obtienne de la bonne volonté et de l'intelligence du cheval, et non de la force et de la contrainte, les mouvements, même les plus difficiles. Son système d'éducation adoucit autant que possible la barbarie du mort antique. C'est un système libéral, et qui demande à l'écuyer de la bonté et de l'intelligence. Pour éviter les morsures du cheval, on lui mettait une muselière. Les muselières pour l'usage ordinaire étaient en lanière ou en osier. Un licou était attaché à la bride et servait à monter ou à conduire le cheval quand il n'était pas muselé. Comme on ne ferait pas les chevaux, il fallait leur durcir le sabot. Xénophon recommande pour cela des écuries sèches et pavées, et surtout la curieuse pratique de les faire marcher sur des pierres amassées dans ce dessin. Paul-Louis Courier essaya le procédé et en obtint des résultats qui confirment les dires de Xénophon. D'autres détails encore n'ont plus qu'un intérêt historique, par exemple la manière d'escarmoucher et de lancer le javelot. La cavalerie s'approche assez près de l'ennemi pour l'atteindre en lançant le javelot, puis elle se retourne et fuit à toute bride vers ses lignes. Les cavaliers ennemis la poursuivent à leur tour jusqu'à la portée du trait, lancent leur javelot et se sauvent vers leurs phalanges. Et le jeu recommence jusqu'à ce que l'infanterie entre dans la bataille. Pour lancer le javelot, on se dresse sur les cuisses et l'on jette l'arme vers le but, la pointe en l'air. Les armes modernes ont supprimé ces usages. Ils n'en gardent pas moins un vif intérêt de curiosité. Mais à côté des détails qui ne sont plus d'actualité, il y a une foule d'observations qui marquent une connaissance approfondie du cheval et de l'équitation, et une quantité de préceptes pour choisir, nourrir, surveiller, penser, dresser, faire briller un cheval, qui sont toujours utiles à appliquer même aujourd'hui. L'auteur était si plein de son sujet que rien ne lui échappe. On sent d'ailleurs qu'il a pris plaisir à instruire ses jeunes amis dans cet art qu'il connaissait et qu'il aimait. La beauté d'un cheval qui s'enlève lui arrache des cris d'admiration. Il ne trouve rien de plus beau que les évolutions d'un escadron qui s'avance en bon ordre, tandis qu'on entend les chevaux frapper le sol tous ensemble, hennir et s'ébrouer en même temps. Il était convaincu avant Buffon que le cheval est la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite, et c'est à son amour du cheval autant qu'au désir d'être utile à sa patrie que nous devons ce traité de l'équitation qui est un de ses meilleurs ouvrages. Ah ouais quand même. Vivement la suite tonton. Yep Fillotte. À bientôt.